Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension mais aussi dans le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique et avec un sujet de fin d'année. Pour débuter cette émission, nous regarderons quel est l'entourage, la considération fiscale des présents de fin d'année. Nous en parlerons avec Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au CGP, mais plus particulièrement à la clientèle jeune des conseillers en gestion de patrimoine. Comment convaincre cette clientèle plus jeune? Quels sont leurs comportements d'investisseurs et comment les convaincre donc de la nécessité d'un accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine? Nous en parlerons avec Jérôme Russac, fondateur du groupe Reign, mais aussi avec Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur l'investissement forestier et son impact fiscal, un focus que nous ferons avec Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelles sont les règles qui encadrent les présents et les dons de fin d'année, notamment les règles fiscales? Voilà le sujet qui va nous animer à présent avec Maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui nous accompagne à distance. Bonjour Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Bonjour cher monsieur et joyeux Noël à l'avance parce qu'on va le préparer concrètement par vos questions. Exactement, on va le préparer avec un petit peu d'avance. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage de référence Le Patrimonio dans le domaine justement des questions en matière de gestion de patrimoine et notamment en matière de fiscalité. Première question, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Dans le contexte de Noël qui arrive dans quelques semaines à présent, est-ce qu'un cadeau est fiscalisable ? Alors, c'est une question beaucoup plus délicate et difficile qu'il n'y paraît. Le principe, en effet, c'est qu'il y a une certaine tolérance, une vraie tolérance, à la fois du droit civil et du droit fiscal. Et le droit fiscal va dire c'est un présent d'usage qui est associé à un événement, ici Noël. On trouverait la même chose pour un anniversaire, pour un diplôme, pour une circonstance particulière de la vie. Et l'administration est plutôt tolérante en la matière. Néanmoins, c'est vrai que si nous sommes au-delà de certaines proportions, l'administration va y voir quelque chose de fiscalisable. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une succession, quand il n'y a pas de lien de parenté, la fiscalité est après un abattement de 1 594 €. Donc vous voyez, par rapport à un cadeau généreux de Noël, on n'est pas très loin. Alors je me suis renseigné pour vous plus précisément, et par exemple, j'ai trouvé une réponse ministérielle du 3 avril 2013. Alors, vous allez apprécier la réponse de l'administration. L'appréciation de la nature d'un don manuel et son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, c'est une question de fait. La qualification de présent d'usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d'un examen de circonstances concrètes de chaque affaire incompatible avec l'application de critères normatifs préétablis. Donc malheureusement, je n'ai pas un montant à vous donner. Mais concrètement, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, quels sont les éléments sur lesquels se baser? Ça veut dire qu'on va regarder les revenus de celui ou celle qui fait le cadeau pour estimer si c'est au global, exactement. Et donc, c'est vrai que, voilà, on va dire facilement plusieurs milliers d'euros, a priori, il n'y aura aucun souci. Si on est sur des montants beaucoup plus substantiels, ça pourra amener l'administration fiscale à requalifier par la suite en disant c'était un manque à gagner, vous auriez dû à tout le moins le déclarer, pas forcément être fiscalisé. Ça dépend de l'abattement dont vous bénéficiez. Dans le contexte actuel, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, certains pourraient être tentés de faire des cadeaux un petit peu plus conséquents en cette fin d'année, en attendant une fiscalité peut-être qui pourrait se durcir dans les années suivantes. Comment est-ce qu'on peut donner sans se dépouiller et en gardant le contrôle ? Alors, ça, c'est un sujet. Donc, le premier sujet qu'on a vu, c'est effectivement celui des présents d'usage. Voilà, c'est à l'occasion de Noël, vous avez trop raison. Maintenant, vous êtes sur une réflexion beaucoup plus vaste. En général, nos clients sont face à une contradiction. À la fois fiscalement, et vous avez raison, ils veulent transmettre le plus tôt possible parce qu'ils ont bien compris que la règle, la loi fiscale, leur permettait beaucoup d'avantages à anticiper la transmission. Ça, c'est la politique fiscale française et c'est tant mieux.
Mais d'un autre côté, il ne veut pas perdre le contrôle et pas se dépouiller. Et très souvent, la réponse pour ces deux exigences qui, vous le reconnaissez, ont l'apparence d'être contradictoires, ça va être la société, et plus particulièrement la société civile. Par exemple, je veux transmettre ma propre résidence principale parce que la fiscalité sera avantageuse pour mes enfants, mais je ne veux pas me dépouiller. Si je passe l'étape intermédiaire de prendre ma résidence principale, de la porter à la société, ce qui est exonéré de droits d'enregistrement, exonéré de plus-value, donc fiscalement très, très peu coûteux, ça va me permettre ensuite de transmettre des parts de société. Et grâce aux règles que j'ai pu civilement intégrer dans ma société, garder les pleins pouvoirs et même avoir des pouvoirs plus importants encore que ce que j'aurais pu avoir par le droit commun, même renforcé par une donation au dernier vivant entre personnes mariées, par exemple. Là, on va au-delà de la période de Noël, hein, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. C'est quelque chose qui pourrait se faire toute l'année. C'est vers l'infini et même au-delà, on est d'accord. Et on parle pour le coup de société civile. Est-ce qu'il existe des dispositifs qui concernent les autres types de sociétés quand on parle à une clientèle d'entrepreneurs, Maître ? Alors, vous avez tout à fait raison. Il existe un dispositif très important à connaître pour tout entrepreneur, c'est le fameux pacte Dutreil. Du nom d'un ministre de l'économie qui avait mis en place, sous certaines conditions de fonction, de direction, de détention du capital, de conservation et d'activité opérationnelle de l'entreprise, un avantage fiscal considérable pour faciliter la transmission des entreprises. L'avantage va vous plaire, une exonération de 75%, ce qui veut dire de l'assiette taxable. Ce qui veut dire que concrètement, je veux transmettre à mes enfants une entreprise qui vaut 1 million, je vais pouvoir être fiscalisé grâce à ce dispositif seulement sur 250 000 euros. Ça sera l'assiette de l'impôt. Ensuite, ne l'oublions pas, c'est combinable avec d'autres techniques et en particulier avec ce qu'on appelle les holdings, on devrait plutôt dire les sociétés mères. Je peux très bien dire ma société opérationnelle est détenue par une société mère et la société mère détient d'autres actifs, par exemple l'immobilier d'entreprise qui, lui, n'est pas éligible au pacte Dutreil, mais pour autant, mes enfants auront quand même, à due proportion, c'est une règle de 3 après, l'avantage fiscal considérable. Dernière question, Maître, si on revient sur les présents d'usage dont on parlait au début, donc effectivement des cadeaux qui peuvent être faits au moment de Noël, mais au moment d'anniversaire ou autre, est-ce qu'il faut les déclarer à l'administration fiscale quand on a un doute sur la qualification, par exemple, du montant ? Alors, dans le doute, c'est toujours bien de les déclarer. Néanmoins, comme je le disais d'emblée, c'est une tolérance. En principe, elle n'est soumise ni civilement ni fiscalement à la moindre formalité. Toutefois, si on est sur des montants un peu substantiels, quoique vous l'avez vu, je n'ai pas de critères malheureusement à vous donner, et c'est ainsi à la position de l'administration fiscale, effectivement, il faudra les déclarer, et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, donc c'est tout proche. 2026 donc. Il faudra les déclarer en ligne, puisque maintenant ça va être centralisé, tout le système sera de le déclarer en ligne, sauf quelques rares exceptions ou ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. Vous devrez faire toutes vos déclarations de dons entre particuliers en ligne, et ce à partir du 1er janvier 2026. On parle de dons de sommes d'argent, Maître, on ne parle pas des jouets offerts à Noël. Voilà, je suis d'accord. Quoique, ça arrivera peut-être. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Merci de nous avoir accompagnés à distance et à très vite dans Smart Patrimoine. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment convaincre une clientèle plus jeune ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Brussac, tout d'abord. Bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Rain et nous avons le plaisir d'accueillir également Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas, bonjour Jérôme. Vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Alors l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul sur votre métier, messieurs, pour comprendre comment on réussit aujourd'hui à convaincre une clientèle un petit peu plus jeune. C'est vrai que la clientèle plus jeune, on peut avoir idée qu'elle a des comportements d'investisseurs un petit peu différents, que peut-être il y a une concurrence des plateformes digitales dans la décision d'investissement. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre de faire appel à un conseil en gestion de patrimoine ? On peut peut-être commencer avec vous, Bastien Baron, directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des difficultés à convaincre une clientèle plus jeune ? Est-ce qu'il y a un discours différent aujourd'hui ?
Pas forcément. Nous, déjà, en type de clientèle, on va retrouver deux catégories en fait, qui vont venir vers nous pour ces sujets-là ou qu'on va aller chercher. Premièrement, ça va être ceux qui ont bénéficié de donations ou héritages importants D'accord. ou qui ont déjà une première réussite entrepreneuriale assez jeune. Donc, on en voit dans la tech ou autre, ça arrive assez régulièrement. Bien sûr. Et donc là, ils ont des besoins finalement qui sont assez similaires à les personnes qui sont un peu plus âgées mais qui ont un patrimoine, qui sont déjà un patrimoine assez important. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas encore, on va dire, cet argent, mais qui vont l'avoir dans les années à venir. Qui anticipent déjà qu'ils vont l'avoir dans les années à venir. Et c'est parce ça, que peut-être la grosse l'héritage différence. arrivera ou parce que Tout à fait. la situation professionnelle fait que peut-être que ça arrivera dans les années à venir, c'est ça ou... Ouais, tout à fait. En fait, potentiellement, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont un vrai attrait parce ils connaissent déjà des personnes qui ont eu des premières réussites, D'accord. qui ont potentiellement fait des erreurs. Et en fait, il y a un vrai cercle, je trouve, au niveau des jeunes entrepreneurs pour s'aider. Donc, ils ont des groupes WhatsApp, etc., sur lesquels ils s'aident. Et en fait, le premier conseil qu'ils ont, c'est fais-toi accompagner sur la partie corporate, peut-être pour aller lever des fonds, sur la partie bancaire et sur la partie accompagnement plus global. Et c'est là, du coup, on peut intervenir et les accompagner dès maintenant sur tous les aspects juridiques, fiscaux, familiaux, entre associés, de pouvoir les conseiller et mettre en place en fait les choses aussi pour potentiellement leur ouvrir les portes sur la partie financement pour pouvoir se développer et un peu pousser les portes des institutions financières, ce que eux ont plus de mal à faire parce que généralement ils sont clients de banques en ligne, D'accord. que ce soit sur la partie Donc perso. c'est quand même le premier réflexe. Ouais, c'est souvent ça. Ils sont chez Boursorama, Hello Bank et autres, et Revolut, etc. Et sur la partie pro, ils ont eu l'habitude de quoi? De Conto, etc., de ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas forcément de conseillers en direct et ils ont besoin d'avoir un partenaire qui va pouvoir les aider sur un certain nombre de choses et aussi leur permettre de profiter de son réseau. Ça veut dire, avant d'entendre Jérôme Brussac sur le sujet, ça veut dire que pas de difficulté particulière à convaincre une clientèle plus jeune aujourd'hui ou on leur parle quand même un peu différemment? On leur parle différemment et aussi pas par les mêmes canaux. D'accord. C'est-à-dire que nous, en règle générale, On crée des boucles WhatsApp aussi, c'est ça? WhatsApp ou Signal. On a Parce que je reprends l'exemple Ouais. que vous donniez sur les entrepreneurs, mais Ouais, tout à fait. En fait, on a des boucles en fait, sur WhatsApp et sur Signal avec l'équipe et le ou les dirigeants notamment pour pouvoir les accompagner. Signal parce qu'on a pas mal de clients qui sont jeunes et qui sont dans la cybersécurité. d'accord. Donc, Ok. Jérôme Brussac, même question. Est-ce que le discours est différent quand on est face à une clientèle plus jeune? Est-ce qu'il y a un peu plus de frein à l'idée de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine quand on a autant d'outils en ligne à disposition? Oui, clairement, il y a une rupture dans la pédagogie, dans l'approche, même dans la rencontre avec cette nouvelle génération, parce qu'ils ne sont clairement pas dans les cercles ou dans les canaux qu'on D'accord. avait l'habitude d'utiliser pour rencontrer nos clients habituels. Il y a une rupture, je dirais, générationnelle, mais il y a une rupture technologique, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un téléphone ou un outil digital dans la main. Bien sûr. Ils ne regardent plus la télé, je suis désolé pour vous, ils ne lisent plus la presse traditionnelle, donc ils ont d'autres endroits où ils se retrouvent. Et en fait, notre travail, c'est de comprendre ça, d'avoir des outils technologiques adaptés où rencontrer ces jeunes-là. Et après, je crois que les messages restent à peu près les mêmes. Il y a un besoin de plus de pédagogie, d'accompagnement, parce que on en parlait précédemment, mais il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de sujets Oui, aussi bien sûr. sur Internet. C'est une concurrence, ça, pour une clientèle plus jeune, des influenceurs qui donnent des informations vraies ou fausses d'ailleurs, parce qu'il y a des influenceurs très sérieux et il y en a qui sont beaucoup moins sérieux. C'est considéré comme une concurrence. C'est nécessairement une concurrence parce que eux prennent leur information sur les réseaux. Donc, Bien sûr. c'est ces gens-là qui font la pluie et le beau temps. Et donc, notre travail, parfois, c'est de reprendre en pédagogie, de les accompagner, mais avec leur code. Avec leur code. Et donc, c'est un souci d'évolution pour nos cabinets, pour notre culture, clairement. Ça veut dire que les cabinets doivent être présents en ligne à l'heure actuelle et aller sur le même terrain que les influenceurs ou pas forcément? C'est un sujet qu'on se pose tous. Hein. Moi, je réfléchis sur les réseaux de type TikTok, Instagram, savoir s'il faut être présent, avoir exactement les mêmes codes. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas y être, entre guillemets, de ne pas céder à cela, mais on y réfléchit, ouais, clairement. Bastien Baron, même question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller occuper le terrain là où on estime que la clientèle la plus jeune est présente? Parce que je pose la question parce que on pourrait se dire que quand on parle de sujets d'argent, c'est des sujets sérieux qui sont pas forcément sur TikTok. Et pourtant, on voit des appartements à plusieurs millions d'euros et des vendeurs d'appartements qui effectivement arrivent à faire des ventes sur TikTok. Est-ce que c'est un sujet aussi pour les cabinets en gestion de patrimoine? Alors, ça dépend de la cible, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de mass market qui va être sur TikTok, etc. Je pense que quelqu'un qui est dirigeant, etc., va avoir moins de temps pour aller passer beaucoup de temps sur TikTok et autres. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, avec les algorithmes, quand on commence à faire un certain nombre de recherches, on va se retrouver potentiellement avec effectivement des appartements qui sont dans la cible, avec certains conseils qui se sont positionnés, moi j'en connais, qui sont positionnés très tôt sur TikTok par exemple, et qui sont aujourd'hui largement suivis et qui arrivent en fait à profiter de ça dans le sens où ils ont des afflux naturels qui arrivent, ce que je pense
Tous les dirigeants d'entreprise en rêve, exactement. Pas que dans le secteur de la gestion de patrimoine. Tout le monde se dit, tiens, ça y est, il est arrivé, il m'a vu sur TikTok, une vidéo que j'ai faite hier, avant-hier, etc. Et puis hop, on reçoit des leads naturels qui arrivent, donc tout le monde en rêve. Et ça fonctionne. Par contre, c'est beaucoup de temps. Je sais que les algorithmes, on n'est pas là pour parler de trop tech, mais dans le sujet, il faut communiquer régulièrement, donc c'est quotidiennement qu'il faut prendre du temps. On voit que aussi la partie influence, c'est beaucoup professionnalisé. Bien sûr. Donc c'est pas juste, on est avec son téléphone comme ça, il y a des spots, on a pris un peu les codes des médias en fait. En réalité, sûr, donc il y a pas mal de choses, c'est beaucoup de boulot. Donc c'est de l'investissement aussi du dirigeant d'entreprise. Le conseiller en gestion de patrimoine est un dirigeant d'entreprise aussi, et donc ça veut dire que il faut y aller. Enfin, si on y va, il faut prendre en compte que c'est un vrai investissement, si je comprends bien. Complètement. Ouais. Et est-ce que c'est nécessaire pour parler à une clientèle plus jeune? Pas forcément, du coup, si je comprends bien, puisque vous avez fait le choix de ne pas y aller, vous parlez quand même à une clientèle plus jeune. Alors, c'est un vrai sujet de réflexion parce que notre industrie aujourd'hui, elle est divisée en deux. Depuis le Covid, il y a les pure players. On va dire du digital. Mais alors effectivement, si on va au-delà effectivement des influenceurs, les plateformes digitales qui proposent d'investir effectivement de manière autonome. Ouais. Là aussi, c'est une concurrence, c'est de la pédagogie en plus, ou il faut faire comprendre que c'est deux manières différentes d'aborder le sujet. Et c'est de la pédagogie. Je pense que quand on démarre, on a envie de tout faire par soi-même, et donc ces plateformes répondent au départ à une volonté et un souhait, mais dès qu'on commence à avoir de vrais projets et à vouloir construire un patrimoine et à mettre des fondations dans ce patrimoine, là on pense qu'il faut être bien accompagné et on cherche un tiers de confiance. Et c'est là où les cabinets de gestion de patrimoine ont un vrai rôle à jouer, et donc il faut savoir prendre le relais parce que c'est pas facile. C'est là où cette notion de présence. Après. Exactement. Peut-être parce qu'on a commencé avec des moyens un peu moins conséquents et qu'on arrive vers le conseiller en gestion de patrimoine quand on a des moyens un peu plus conséquents, Bastien Baron. Oui, complètement. Je pense que le vrai sujet, en fait, c'est vraiment ça, c'est la cible. C'est qu'au départ, quand on a un petit peu d'argent, on peut le faire soi-même, les risques sont pas énormes. On apprend énormément aussi en fait, en faisant ses premiers investissements. Que ce soit, on l'a vu beaucoup avec le Covid, sur toute la partie action. Sur la partie crypto, bien sûr. Donc chacun essaie de faire ces choses. Parlons-en de la partie crypto. Est-ce que les gens qui ont entre 25 et 30 ans et qui rentrent dans vos cabinets sont éduqués à l'investissement un peu différemment de ceux que vous aviez l'habitude d'avoir avant, puisque justement il y a ce côté crypto qui a éduqué d'une certaine manière, mais aussi peut-être donné l'impression que investir, c'était prendre beaucoup de risques. Oui, je vois que vous avez toujours envie de réagir. C'est un vrai piège, je te laisse la parole juste ensuite, mais c'est un vrai piège pour nous, cette crypto, parce qu'il y a réellement des gens qui sont devenus millionnaires, on peut le dire comme ça, mais quasiment sans rien faire, parce qu'ils ont été au bon moment, au bon endroit. Oui. Et nous, il y en a beaucoup qui ont perdu aussi. Et nous, on a récupéré beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, ils ne mesurent pas les risques, ils ne mesurent pas la volatilité, donc il ne faut pas écarter ou mettre 100% de son patrimoine, il faut comprendre ce type d'actifs, et en fait, ça répond plus à une demande, des attentes culturelles. Voilà, les jeunes vont vers la crypto, pas seulement parce que ça amène de l'argent, mais c'est une manière de dire on est en dehors du système, on a cassé un peu les codes classiques de la gestion de patrimoine, donc il faut comprendre cela aussi. Mais quand on a vécu justement cette adrénaline un petit peu de la crypto, est-ce qu'on comprend qu'un placement à 5-6% par an pour préparer sa retraite, c'est aussi une stratégie? C'est difficile. C'est difficile. Après, comme l'État français, on en parlait aussi, intervient et qu'on sait qu'il y a de la fiscalité à payer, même si on a fait quelques millions d'euros et qu'on comprend qu'il va falloir en donner au moins 30% à l'État français, on se dit qu'il va falloir mettre de la stratégie dans ce qu'on est en train de faire et pas seulement profiter d'un effet de mode. Bastien Baron. Je trouve que la grosse différence, surtout par rapport aux générations plus âgées, c'est qu'ils vont beaucoup plus regarder les investissements qu'ils vont réaliser. Donc là, on parle des cryptos, mais ils vont aussi beaucoup plus regarder quand on fait une allocation potentiellement pour des clients qui sont plus âgés. Ils vont un peu moins rentrer dans le détail, etc. Ils vont un peu moins être sur les sujets potentiellement aussi ISR, exactement, sur la partie environnement et autres. Alors que les plus jeunes générations sont beaucoup plus pointilleuses pour savoir, d'accord, c'est quoi ce fonds ? Le nom dit un peu quelque chose, mais ils veulent un peu entrer dans le détail pour dire ça, d'accord. Il n'y a pas que la performance. Il n'y a pas que la perf. Alors, ils recherchent la perf, mais ils font un peu leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt des briques perf, risque, et d'autres où ils se disent, là, par contre, je veux que mes investissements ils servent à tel ou tel secteur. Ça veut dire que, je caricature, c'est évidemment du cas par cas, mais entre une personne qui aurait 50 ans et une personne qui aurait 30 ans, vous ne travaillez pas, vous, avec les mêmes partenaires pour répondre aux besoins d'investissement ? Alors, les mêmes partenaires en termes où on dépose les fonds, si. Mais par contre, les partenaires avec lesquels on va travailler sur les fonds d'investissement qu'on va mettre à l'intérieur de ces plateformes potentiellement, non. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des stratégies différentes et, et on peut faire une généralité aujourd'hui sur le sujet, en fonction de l'âge simplement. En tout cas, on voit les pondérations, parce que souvent on se dit, il y a souvent la règle un peu des 80-20 qu'on regardait, et là on a eu des obligations réglementaires depuis quelques années pour savoir en fait sur la partie, quand on fait un profil investisseur, pour savoir si la personne a plutôt des appétences, on va dire, sur les sujets durabilité et autres. Bien sûr. En fait, on se rendait compte que finalement, les personnes un peu plus âgées, la performance primait.
et on le voit moins sur les plus jeunes générations quand même. Elles ont besoin en fait de plus se choisir et comprendre ce qui se passe parce que je pense aussi que l'accès à l'information, il n'est pas du tout le même. On n'en a pas encore parlé, mais ChatGPT, c'est forcément aussi un concurrent qui va arriver. Oui, on n'a pas parlé d'IA, bien sûr. Qui va arriver ça derrière. vous fait peur, ça, l'arrivée de l'IA sur les sujets de gestion de patrimoine? Non, c'est magnifique. On va rentrer dans l'ère du CGP augmenté. D'accord. Voilà, c'est comme se dire, il y a 20 ou 30 ans... Ça ne va pas vous remplacer, mais par contre, ça va être un outil supplémentaire. Pas du tout, ça va nous faire gagner un temps fou. Ça va... tout le monde a ChatGPT globalement, donc tout le monde va être au même niveau sur l'IA, et la différence, elle va être humaine. C'est le surplus de savoir-faire, de compréhension, de stratégie qu'on va apporter qui va finir par convaincre cette nouvelle génération. Mais moi, je n'opposerai pas les 30 et les 50 ans. C'est sûr qu'il y a une quête de sens pour cette nouvelle génération. Et ce qu'ils ont compris avant nous, c'est cette notion de critères extra-financiers. C'est-à-dire que nous, on a été élevés à la culture du rendement, et eux pas. Donc, voilà, donc ils nous ont amenés à réfléchir sur notre manière de proposer les choses. Et je crois que la nouvelle génération... l'ancienne génération a compris aussi le sujet et revient, donc on est en train de converger, donc il n'y a pas de cassure entre comment conseiller l'ancienne et comment conseiller la nouvelle, on est tous en train d'y aller. Mais est-ce qu'on en parle de la même manière? C'est ça la question, est-ce qu'on met les mêmes arguments en avant? Alors, oui, globalement, oui, mais sur des sujets un peu différents. La méthodologie reste la même, mais il nous amène à découvrir d'autres sujets, notamment la notion de critères extra-financiers. On ne s'y intéressait pas il y a 10 ans ou très très peu. Aujourd'hui, c'est devenu le cœur de nos réflexions. Et les asset managers, nos partenaires, aujourd'hui, ont des offres pour ça. Donc voilà, on est chez les mêmes partenaires, mais ils ont diversifié leur offre et on répond aux attentes aussi de cette nouvelle génération. L'IA, c'est pas une menace, du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant? Non, on le voit nous aussi en interne. En fait, on voit qu'un senior versus un junior, même avec l'IA, en fait, le senior va avoir les réflexes de comprendre où est-ce qu'il peut aller un peu plus loin. Le junior ne va pas forcément l'avoir. Donc, j'imagine, c'est un peu la même chose avec un client qui n'a pas tous ces réflexes-là, qui va faire ses recherches. Je pense qu'il y en a qui vont se faire un peu piéger aussi par rapport à ça. Mais sinon, je pense que c'est pas forcément un frein. C'est toujours la même chose, c'est qu'il y en a aujourd'hui, par exemple, quand on parle des plateformes en ligne, il y en a qui ont besoin uniquement de gestion financière. Ils n'ont pas besoin d'accompagnement sur la partie juridique, fiscale, familiale, etc. Bien sûr. Ces personnes-là, elles seront potentiellement très bien traitées avec ChatGPT et autres. Par contre, dès qu'il y aura des besoins avec, on va dire, des verticales un peu différentes, c'est là où ça va devenir plus compliqué. Il va y avoir besoin de quelqu'un qui sera un peu au-dessus et qui va pouvoir un peu manager tout ça. C'est ça. Merci, messieurs, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci Bastien Baron, merci Jérôme Brussac. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Pourquoi s'intéresser au groupement forestier d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Première question, pourquoi s'intéresser au GFI, un groupement forestier d'investissement, dans une stratégie patrimoniale? Alors déjà, qu'est-ce qu'un GFI? C'est une société civile, un peu comme une SCPI, mais à la place de gérer un patrimoine immobilier bâti, qui va générer un revenu locatif, c'est une société civile qui va s'investir sur la forêt et sur les terrains à boiser. Donc la forêt est un investissement qui va être durable et écologiquement responsable. On peut difficilement faire plus responsable que la forêt, et qui va être peu corrélé au marché financier. Donc en termes de diversification patrimoniale, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant. D'accord. Et puis en plus, il y a une revalorisation potentielle sur le long terme. Revalorisation, effectivement, des valeurs départ. Tout à fait, la valeur départ qui dépend des valorisations des forêts. D'accord. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, si on regarde les chiffres sur les 15-20 dernières années, les grandes forêts françaises, celles qui dépassent 25 hectares, qui sont le cœur d'investissement des GFI, ont eu une progression en termes de valeur de 4 à 5% par an. D'accord. Et alors, en matière d'avantages fiscaux ou de considérations fiscales, est-ce qu'il y a des avantages particuliers avant le 31 décembre, par exemple, Sébastien Delattre? Il y a des gros avantages fiscaux. D'accord. Alors, déjà par rapport au 31 décembre, on est en pleine frénésie fiscale et on a une réduction d'impôt, d'un taux de 18% de nos investissements dans les GFI. Mais ce n'est pas le seul avantage fiscal qu'on va avoir. On en a un deuxième qui va être sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque dans la majorité des fonds de ces GFI, on va avoir une exonération totale de l'IFI. D'accord. Pas sur tous, il y en a quelques-uns qui auront un abattement qui est de 75%. Donc on n'augmente pas 25%. son assiette d'IFI quand on investit en forêt, c'est ce qu'il faut comprendre. Sur la majorité des fonds GFI, on a une exonération totale. D'accord. Quand on détient la forêt en direct, c'est 25% de retenue, donc 75% d'abattement.
Mais c'est pas tout. Il y a un troisième avantage fiscal et qui peut être colossal. C'est un avantage fiscal sur la transmission du patrimoine, Bien sûr. puisqu'on va avoir un abattement de 75% sur la valeur. Donc on ne retient que 25% de la valeur pour le calcul des frais de succession. Ce qui peut être colossal, même en direct, c'est-à-dire en transmission vers ses enfants. Quand on dépasse 1,8 million de patrimoine, c'est 45% de frais de succession. Alors 45% sur 45% sur 25% de la valeur ou sur 100%, Bien sûr. c'est colossal. Au-delà de la fiscalité, est-ce qu'il y a des bénéfices à avoir en tête? Parce qu'il y a un sujet valeur, un sujet, enfin valeur d'investissement, un sujet fiscalité. Est-ce qu'il y a autre chose à avoir en tête quand on veut aller sur des groupements forestiers d'investissement? Le but, c'est également ce côté socialement responsable, cet investissement écologique. On est sur un actif concret, réel et écologiquement qui apporte énormément de choses. Investir dans la forêt, c'est permettre la sauvegarde de la forêt française avec tout ce qui en découle, une gestion durable, la sauvegarde de la biodiversité, mais également la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, le réchauffement climatique vient en partie des effets de serre, des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone qui est absorbé Bien sûr. par les forêts. Donc si on fait un résumé du GFI, on a beaucoup d'avantages fiscaux, on a des avantages fiscaux patrimoniaux grâce à une diversification, un potentiel de revalorisation, les avantages liés à la fiscalité, et pour terminer, l'impact écologique qui est colossal. Très rapidement, qu'est-ce qu'on regarde avant d'investir dans un GFI? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Alors la méthodologie, c'est déjà de vérifier par rapport à ses attentes patrimoniales, toujours faire attention que ce soit bien en adéquation avec ses attentes, faire attention à la qualité du gestionnaire, du fonds, et la qualité des actifs qui vont être à l'intérieur, faire attention à la diversification des essences, des localisations, ce qu'on va trouver dans la majorité des GFI, mais il faudra y faire attention pour que ce soit un bon GFI. Merci Sébastien Delattre de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert à la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.